Eh bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par l'équipe de recherche de la Caisse alimentaire commune et par le comité citoyen de la Caisse. On est ensemble pour 2 heures. Voilà, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Benjamin Coria, qui est économiste et cofondateur de la revue En Commun et qui nous a fait le plaisir d'être avec nous pour réagir un petit peu aux résultats de ce travail de recherche-action de 2 ans. Mais je vais laisser tout de suite l'introduction de ce séminaire à Lola, Samira et Michaëlé, qui sont toutes les trois membres du comité citoyen de la Caisse alimentaire commune. Bonjour à tous et à tous, moi c'est Lola, j'habite à Montpellier et j'ai entendu parler de la Caisse alimentaire commune de Montpellier un matin par hasard à la radio. Je me suis dit waouh, assez incroyable ce projet collectif d'habitants et habitantes qui réfléchissent à comment ils veulent se nourrir et pourquoi. Et je ne savais pas encore que quelques mois plus tard, j'allais être tirée au sort pour faire partie de l'aventure. Et donc, j'ai rejoint le comité citoyen en octobre 2023. Donc, je vais vous présenter très brièvement la caisse et son fonctionnement pendant la première phase d'expérimentation, donc en 2023-2024. Donc, la caisse, c'est une expérimentation de démocratie alimentaire qui vise à penser d'autres et à tester d'autres façons de faire les choses, d'autres façons, par exemple, de se nourrir ou de produire de la nourriture, et surtout d'autres façons de faire ensemble. Et cette expérimentation, c'est une expérimentation locale de sécurité sociale de l'alimentation. Donc cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, elle est défendue par un collectif national qui lutte pour reconnaître un droit à l'alimentation choisie et suffisante, aussi bien en quantité qu'en qualité, pour toutes et tous. Et donc, c'est de cette idée qu'est née la Caisse alimentaire commune en 2022. Donc, comment ça marche concrètement? En fait, l'expérimentation, c'est un budget, enfin, la Caisse alimentaire, c'est un budget commun qui est abondé par plusieurs sources de financement. Donc d'abord, il y a les cotisations des participants et participantes à la caisse et il y a aussi des subventions privées et publiques. Et donc très concrètement, chaque mois, les participants et participantes cotisent selon leurs revenus euh, dans cette caisse pour ensuite recevoir 100 mona, c'est la monnaie dématérialisée utilisée dans le cadre de la caisse, qui équivalent à 100 euros, à dépenser. Donc, ils font leurs achats avec ces 100 mona dans des magasins et auprès de producteurs, productrices ou auprès d'artisans, boulangers, bouchers, etc. Donc, auprès de tous ces points de vente qui sont conventionnés et qui répondent à des critères de conventionnement qui ont été collectivement définis par le comité citoyen. Michaëlé vous en parlera un petit peu après. Et donc là, vous avez des chiffres clés qui s'affichent sur la diapositive. Et juste pour vous en donner deux, durant cette première phase d'expérimentation en 2023-2024, il y a euh, euh, 370 foyers qui ont participé à l'expérimentation et environ 530 000 monas qui ont été distribués. Et je laisse Samira vous présenter le comité citoyen de l'alimentation. Bonjour, moi c'est Samira. Je suis très engagée dans le quartier de Selle-Neuve, au sein de l'association l'Esperluette, qui est un café, épicerie, cuisine solidaire. J'ai entendu parler d'un nouveau projet, une expérimentation nouvelle et inédite, et qui était le comité. J'ai rejoint du coup le comité citoyen en octobre 2022. Et suite à ça, donc j'allais, après avoir fait plusieurs réunions au fil des mois, à raison d'une réunion par mois les samedis matins, à la fin de ces réunions-là, on se réunissait pour des temps informels avec l'équipe autour d'un repas. Donc, le comité citoyen, il était au début composé de 41 personnes. Et comme l'expérimentation continue sur les années, donc on est en 2025, ça continue alors que ça devait s'arrêter au bout d'un an, ce qui n'était pas le cas. On a élargi à 61 personnes au niveau du comité citoyen. Donc du coup,
Le comité citoyen, il est composé de différentes personnes issues de différentes cultures, différentes générations, différents quartiers, quartiers populaires, centre-ville ou dans l'agglomération de Montpellier. La moitié du comité citoyen a connu ou connaît la précarité et nos séances sont toujours riches d'apprentissage où on montait en compétences sur des sujets qui dépassent nos connaissances. On les croise avec des savoirs d'experts, de chercheurs ou de participants praticiens. C'est mon cas. Moi, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas fait d'études. Et ce que j'ai trouvé chouette au niveau de ce comité citoyen, de cette expérimentation, c'est que ma voix vaut celle d'un chercheur ou d'une grosse tête. Excusez-moi du terme. Donc, voilà. Et tout le monde est au même niveau. Donc, et le comité citoyen, dans le comité citoyen, on discute et on prend des décisions sur les cotisations et le conventionnement. Notre manière de décider se fait par consensus, consentement et, si nécessaire, par vote. Voilà. C'est une règle d'éducation populaire où la parole circule entre chaque membre et où elle est égale et entendue. On a le droit de s'exprimer comme on le souhaite et notre légitimité est reconnue. Donc, du coup, notre mandat est de créer le système de cotisation et la caisse s'occupe du conventionnement. Et du coup, Lola vous en parlera un peu plus tard. Ouais. Je sais. Alors, si, j'enchaîne sur le système de cotisation. Donc, le comité citoyen, il a travaillé plusieurs séances sur ce qui était, selon lui, une cotisation juste. Et donc, en fait, il a fait le choix d'une cotisation libre, autodéterminée et sans justificatif de revenus. Donc, c'est un système, du coup, qui est basé sur la confiance et voilà, l'idée, c'était d'être un peu en opposition avec d'autres façons de faire qui peuvent être davantage de demander des justificatifs pour obtenir des aides sociales ou aides alimentaires. Euh, donc, ces cotisations, elles sont aussi guidées. Donc, il y a un guide de cotisation qui a été co-élaboré par le comité citoyen, par des chercheurs, chercheuses et par des associations partenaires et qui permet aux participants et participantes de se situer en fonction de leurs revenus. Euh, et donc voilà, on suggère du coup un montant de cotisation en fonction des revenus de chacun et chacune. Et donc ce qu'on constate durant cette première phase d'expérimentation en 2023-2024, c'est il y a une corrélation forte entre les montants de cotisation et les niveaux de revenus des participants et participantes. Donc ça veut dire que les participants et participantes se sont beaucoup saisis de ces guides-là. Et alors, pour vous donner quelques chiffres, toujours pour cette première phase d'expérimentation, les cotisations allaient de 1 euro pour la cotisation la plus basse à 180 euros par mois pour la cotisation la plus haute. Et la cotisation moyenne était de 52 euros, ce qui signifie que la caisse était financée à 52% du coup par les cotisations. Et je vais laisser donc Michael vous présenter la monnaie et le conventionnement. Bonjour, je suis Michaëlé. J'ai connu le projet de caisse alimentaire par l'association Vrac et Cocinas, qui est un groupement d'achat de citoyens dans les quartiers prioritaires de la ville. Je suis à la caisse et au comité citoyen depuis le début, en octobre 2022. Savoir qu'un groupe de citoyens voulait travailler ensemble pour le bien-être d'autres citoyens, j'ai trouvé cette idée géniale et innovante. Pour conventionner, le comité citoyen a travaillé sur une grille de critères. Qu'est-ce qu'une bonne alimentation pour nous? Sur la base de nos séances de réflexion et d'apprentissage, les critères qui ont été retenus sont la qualité des produits, la praticité et l'accessibilité, la qualité environnementale et la santé, le modèle économique, la gouvernance et l'éthique. Et on peut rajouter l'adhésion au principe de solidarité.
Comment ça se passe? De 3 à 5 membres du comité citoyen vont rencontrer un point de vente ou un producteur. Ils leur posent les questions par rapport aux différents critères et ils remplissent la grille. Au retour, au comité citoyen, les personnes qui ont visité le lieu expliquent leur visite, expliquent comment la grille a été remplie. Une décision est alors prise par le comité citoyen dans son ensemble pour conventionner la structure. Si le comité citoyen valide, nous retournons voir la structure et nous l'équipons pour recevoir la MONA. Actuellement, une cinquantaine de points de vente ont été conventionnés. Il y en avait 4 au début de l'expérimentation. En ce moment, c'est à peu près une trentaine de producteurs, une dizaine d'artisans, comme du pain, le miel, et 12 lieux de vente. Pour aller dans les lieux conventionnés, on utilise la MONA. La MONA, c'est la monnaie de la caisse alimentaire. C'est une monnaie numérique dématérialisée. Quand on va sur un marché ou dans un point de vente, on dit qu'on veut payer en MONA et le professionnel nous recherche sur un listing qu'il a de tous les noms des expérimentateurs qui reçoivent la MONA. Donc, il retrouve notre nom, il enregistre le paiement et nous, on a juste à mettre un code secret comme un code bancaire pour valider le paiement. Et comme ça, la transaction est faite. Lorsque le commerçant veut transformer ses monnaies en euros, il interroge la structure et ça lui prend environ une quinzaine de jours. Eh bien, merci beaucoup. Donc voilà, l'idée c'était que on retrace un petit peu le fonctionnement de cette caisse alimentaire commune dans toutes ses dimensions. Vous avez Kylian Valois qui est chef du chat aujourd'hui et donc qui peut répondre à un certain nombre de questions. S'il y a d'autres questions peut-être pratiques sur la caisse ou sur son fonctionnement. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long du webinaire et on aura donc un temps d'une trentaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions, interagir avec vous, mais plutôt via le chat. Alors, je prends la suite pour refaire un petit historique de comment on en est venu à expérimenter cette caisse alimentaire commune. Voilà, se rappeler que c'est parti au départ d'un programme qui s'appelait Territoire à vivre, qui s'est déployé dès 2021 sur 4 territoires, dont Montpellier, avec pour enjeu de travailler sur la question de la démocratie alimentaire et des questions d'accès à l'alimentation durable, bien sûr dans une approche systémique, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois les questions de production, de transformation, de distribution et de consommation de l'alimentation. Ce qui nous a valu à Montpellier de créer un collectif qui s'appelle donc Territoire à vivre Montpellier pour lancer des choses au niveau local d'un point de vue expérimental. Et assez vite, a émergé cette idée d'une caisse alimentaire commune, inspirée bien sûr de l'idée politique de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est défendue à ce moment-là déjà depuis quelque temps par un collectif national de nombreuses organisations, et donc qui défend l'idée d'une sorte de carte vitale de l'alimentation, basée sur 3 piliers fondamentaux, qui sont l'universalité, donc un droit pour tous et toutes, un financement par cotisation sociale obligatoire et une gestion démocratique, notamment à travers un conventionnement démocratique de points de vente ou de produits conventionnés. Donc c'est cette idée qui a inspiré la caisse, et puis elle est née aussi toute une série d'actions qui existaient déjà sur notre territoire autour d'épiceries associatives, supermarchés coopératifs, groupements d'achat solidaires, etc. Du coup, en 2022, on a eu toute une phase de mobilisation citoyenne à travers de nombreuses actions qui ont été menées dans les quartiers et les communes de la métropole pour justement imaginer, co-construire ce que pourrait être un comité citoyen de l'alimentation, donc comme ça vous a été décrit par Samira tout à l'heure. Et donc, le lancement du comité citoyen, c'est octobre 2022. Le lancement officiel de la caisse alimentaire commune, c'est janvier-février 2023. Et donc, on a terminé en quelque sorte une première phase d'expérimentation et de recherche-action en décembre dernier. Et là, on a rattaqué depuis janvier sur une deuxième phase d'expérimentation et de recherche-action.
Donc, pour vous dire un peu comment on a travaillé, nous, en tant que conseil scientifique, en tant que groupe de chercheurs et chercheuses mobilisés, en fait, autour de cette expérimentation, dans une logique de recherche-action, c'est-à-dire avec cette ambition à la fois de produire des connaissances, mais d'agir aussi sur des pratiques sociales, on est parti de cette question de comment faire démocratie alimentaire en s'attachant aux travaux de recherche existants sur le sujet, notamment ceux de Tim Lang, donc chercheur anglo-saxon, ceux de Dominique Paturel en France ou encore de Neva Hassanen aux États-Unis, qui interrogent en fait finalement ces mouvements, ces processus de réappropriation par les citoyens et les citoyennes des questions alimentaires. Donc notamment en termes d'accès, évidemment, ce qui fait face à cette notion d'accès qui fait face à la question des inégalités sociales en matière d'alimentation, mais aussi bien sûr la question des conditions de production et de tout le système et de toute la chaîne qui va avec. Donc, cette notion de démocratie alimentaire, elle vient conceptualiser la capacité des citoyens et des citoyennes à agir sur leur système alimentaire, et pas uniquement par des actes d'achat, mais bien par l'exercice de leur citoyenneté, qui passe donc par des questions de participation, d'action collective, dans une recherche, quelque part, de dynamique démocratique. Donc en fait, pour aborder ces questions, on s'interroge à la fois sur comment on peut démocratiser l'accès à l'alimentation, comment on peut agir sur les politiques publiques, comment on peut aussi regarder et renforcer des mouvements sociaux qui visent aussi à inscrire des modèles alternatifs face à un système alimentaire, on va dire, majoritaire, qui est industrialisé, mondialisé, etc. Et donc, c'est un peu ces trois grands piliers, on va dire, que sont l'accès à l'alimentation, les systèmes alimentaires et les questions de participation et de décision démocratique qu'on a mis à l'épreuve, à la fois d'un point de vue pratique à travers l'expérimentation et d'un point de vue plus théorique. Donc finalement, au départ de l'expérimentation, les choses se sont lancées et assez vite, nous, on a formulé une hypothèse de recherche selon laquelle la caisse alimentaire commune constitue un espace de démocratie alimentaire qui va être vecteur de changement dans les systèmes alimentaires et qui va être vecteur de formes de transformation sociale autour des questions d'alimentation. Pour enrichir un petit peu notre approche de recherche, on s'est appuyé notamment sur deux concepts. Le concept de justice sociale, tel qu'il est notamment abordé par Nancy Fraser autour de deux grandes dimensions de la justice sociale qui sont d'un côté l'enjeu de la redistribution matérielle, économique, et de l'autre la question de la reconnaissance, notamment des minorités. Et par ailleurs, on s'est également appuyé sur le concept de solidarité démocratique, tel qu'il est défendu et développé plutôt par Jean-Louis Laville, et qui nous interroge finalement sur les modèles de solidarité qu'on est en capacité aujourd'hui d'imaginer, d'inventer, face à des modèles de solidarité majoritaires, on va dire, qui sont soit étatiques, soit plutôt philanthropiques, avec toute la dimension du don qui peut être fait aux associations, etc. Et donc, cette notion de solidarité démocratique, elle est importante pour nous dans ce travail de réflexion. Et elle nous a renvoyé finalement à comment on travaille sur des dynamiques collectives dans laquelle les individus vont se reconnaître comme égaux et vont finalement s'organiser ensemble pour répondre par eux-mêmes à leurs besoins, pour s'entraider, pour revendiquer des droits nouveaux et, in fine, finalement, pour contribuer à un bien-être collectif. Donc je passe un petit peu vite sur l'aspect théorique, mais pour vous dire que ça, c'est des choses que vous retrouvez dans le rapport de la recherche-action, qui est accessible en ligne, que je pense qu'Iliane a dû mettre dans le chat, et vous pourrez aborder un peu aussi ces questions-là à travers le rapport. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole. Alors, je me suis pas présentée, du coup, j'ai complètement oublié. Donc, moi, je suis Pauline Scherer, je suis sociologue intervenante au sein du pôle recherche d'une association qui s'appelle VRAC Ecocinas. Et je suis en copilotage de cette recherche-action depuis ses débuts. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Marie Valser pour commencer justement à présenter les grands résultats de cette recherche-action qu'on a un petit peu organisée en 3 temps. Et puis, je reviendrai tout à l'heure pour une ouverture. Merci beaucoup, Pauline. Alors, je vais commencer par revenir sur les grands résultats tirés de la recherche-action en ce qui concerne le comité citoyen, en interrogeant en particulier les dynamiques de participation qui ont pu être observées dans cet espace. Le comité citoyen étant décrit comme le cœur démocratique de cette expérimentation,
Je vais tâcher de vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, en venant sur un élément d'importance concernant la mise en place et le fonctionnement de ce comité. En effet, dès le lancement de l'expérimentation, il y avait une volonté très forte de faire de cette instance un lieu de mixité sociale, ce qui a été réalisé puisque 50% des membres du comité citoyen sont issus de classes populaires, peuvent rencontrer des difficultés d'accès à l'alimentation et une partie d'entre eux ont pu avoir recours à l'aide alimentaire. Pourquoi? Parce que il y avait un véritable enjeu à faire de cette instance de démocratie participative un lieu dans lequel les reproductions de rapports de pouvoir, d'inégalité sociale étaient évitées. Il y avait un enjeu à penser ce dispositif également à l'aune de l'expérience des personnes qui expérimentent des difficultés d'accès à l'alimentation, et c'est pourquoi il était primordial de les placer au plus proche de la décision. Et donc, cette mixité sociale, elle a été possible grâce à une forte démarche d'aller vers qui a été organisée par des associations membres du collectif de coopération du collectif Territoire à vivre et qui sont allés dans un certain nombre de quartiers populaires rencontrer les habitants à partir de liens de confiance qui préexistaient entre les membres, enfin les salariés et les bénévoles des associations et les membres adhérents de ces différentes associations, en les incitant à venir voilà, assister à des séances de présentation de cette expérimentation de caisse alimentaire commune. Et voilà, si l'intérêt pouvait se confirmer du côté des habitants, à intégrer en tant que membre le comité citoyen. Donc, c'est une mobilisation qui véritablement s'est faite dans des contextes plutôt non institutionnels, autour de moments conviviaux, autour desquels l'alimentation, qui est un vecteur de lien social qui rassemble, était voilà, au cœur de la mobilisation. Et ce que ça a permis, effectivement, c'est d'intégrer une large diversité de personnes qui, dans cette instance, ont pu avoir une place et une parole qui était en permanence reconnue grâce aux méthodes d'animation qui ont été mises en œuvre et qui se basent notamment sur les principes, méthodes et outils de l'éducation populaire, qui permettent du croisement des savoirs, qui permettent également de pouvoir laisser les désaccords s'exprimer tout en mettant en place un accompagnement et une médiation autour de l'expression collective, qui permet de l'apprentissage autour du développement de connaissances au commun et bien sûr qui continue à placer la convivialité autour du fonctionnement du collectif. Et donc, ces partis pris en termes de méthode d'animation, ils ont véritablement porté leurs fruits puisque, voilà, d'après les témoignages qui ont été recueillis auprès des membres du comité citoyen, tous se sentent, ou presque, libres de prendre la parole, de s'exprimer, de dire et de contribuer au débat. Et finalement, ce comité citoyen, ça constitue un espace de démocratie directe. Pourquoi? Parce que les membres du comité sont en position de prendre des décisions. Ce processus, il est à la fois ascendant, puisqu'il vient des citoyens, et direct, parce qu'il ne passe pas par des représentants qui sont élus. Ce sont les membres du comité citoyen eux-mêmes qui, comme l'a expliqué Samira précédemment, par consensus, se mettent d'accord sur les grandes orientations à prendre concernant la caisse alimentaire commune. Et c'est le fruit, ce processus de décision, d'un débat qui articule des paroles individuelles et collectives. Ces grandes décisions y ont notamment porté, comme ça a pu être évoqué, sur les questions de cotisation et de conventionnement. Ce comité citoyen, c'est également un lieu de développement du pouvoir d'agir. C'est pas seulement un lieu de démocratie directe. Les membres du comité citoyen ont notamment pu témoigner du développement de connaissances et de compétences qu'ils ont pu connaître dans cet espace-là. Concernant les connaissances, eh bien, ça a pu être un espace de lecture critique collective de différentes controverses qui traversent les systèmes alimentaires. Parmi les sujets traités, il y avait notamment, bien sûr, le sujet de la précarité alimentaire, qui est un sujet central dans cette expérimentation de caisse alimentaire commune. Les sujets de démocratie alimentaire, de durabilité, tous les enjeux liés à l'alimentation locale, puis à des sujets comme le végétarisme, le lien alimentation-santé. Tout ça contribue finalement d'un droit à l'information des citoyens et citoyennes qui sont en position de décider. Le développement du pouvoir d'agir, il a aussi consisté en un développement de compétences des personnes qui portaient notamment autour du débat démocratique. Donc, c'est tout ce qui concerne la prise de parole en public, des compétences à être partie prenante dans un débat, à animer des collectifs également. Donc là, il y a notamment un verbatim qui traite de qui illustre cet aspect-là, le fait de pouvoir travailler collectivement, en équipe, être partie prenante d'une réunion.
C'est aussi des choses qui peuvent être revalorisées dans la vie, dans la vie personnelle, en dehors du comité citoyen des différents membres. Ce pouvoir d'agir, il se manifeste donc dans le comité citoyen, mais aussi en dehors. Il y a notamment le témoignage d'une personne qui indique avoir changé de regard finalement sur l'alimentation, et notamment avoir une plus grande attention à l'alimentation durable, aux questions de provenance, à être plus encline à acheter des produits biologiques de par la montée en connaissances, en compétences qu'elle a pu développer au sein de cette instance du comité citoyen. Et puis, bien sûr, c'est du lien social qui est très important, qui contribue, enfin, qui s'observe, pardon, notamment sur du soutien moral, de l'entraide entre les membres, qui se traduit par un sentiment de légitimité, d'estime de soi quand on voit que sa parole, elle est reconnue par l'ensemble du collectif du comité citoyen. C'est pour certaines personnes, c'est une baisse de l'isolement social. Et donc tout ça contribue finalement au développement d'une très forte identité collective et au développement d'un sentiment d'appartenance qui est, voilà, la recherche-action a pu le montrer, un véritable moteur de l'engagement sur le long terme des membres du comité citoyen. Et puis, pour terminer, mettre en évidence que cette dynamique démocratique qui est très forte à l'endroit du comité citoyen, elle se réengage en permanence. On peut voir que cette dynamique, elle s'opère dans un double mouvement. D'une part, le fait d'être partie prenante d'une instance de participation démocratique, ça contribue au développement du pouvoir d'agir, les connaissances, les compétences, l'estime de soi, et puis le sentiment de légitimité à s'assumer en tant que citoyen qui a un pouvoir de décision et un avis à porter à la connaissance du collectif. Et puis, le développement de ce pouvoir d'agir, il renforce aussi la capacité des individus à prendre part au débat démocratique. Et cet engagement, comme je disais, il est important et ce chiffre l'illustre, 60% des membres qui participent à presque toutes les réunions ou presque du comité citoyen. Cette dynamique, elle est néanmoins à réengager constamment puisque, comme dans tout processus, il y a des limites qui sont observées. Ici, ces limites, elles sont de différents ordres. Il reste malgré tout quelques phénomènes d'autocensure, des personnes qui n'osent pas prendre la parole pour exprimer, certaines opinions. Et donc, c'est là où les méthodes d'éducation populaire sont là pour aider ces personnes à pouvoir partager leur point de vue. Un temps d'appropriation qui reste court au regard de la complexité des sujets qui sont discutés dans le comité citoyen. Et puis, malgré tout, un risque de reproduction de certains rapports de pouvoir, rapports de pouvoir du point de vue socio-culturel. Donc, ce sont des personnes qui sont particulièrement éduquées, par exemple, et qui ont déjà de la connaissance sur certains sujets et voilà, qui sont capables de prendre part au débat plus rapidement que d'autres. Ça peut aussi être des rapports de pouvoir au niveau des rapports de genre. Et ce sont notamment des limites qui sont au cœur des problématiques qui seront traitées dans la phase 2 d'expérimentation. Et je passe donc la parole à Sébastien Levionnois qui va venir partager des éléments sur le processus de conventionnement. Merci Marie. Bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Sébastien Levionnois, je suis chercheur en sciences sociales et j'accompagne notamment tout le processus de conventionnement, la construction du circuit conventionné. On va voir ici quelles formes et quels effets ces processus ont pu avoir. Pour commencer, le processus de conventionnement. Il apparaît clairement aujourd'hui que le processus de conventionnement est caractérisé par la définition d'un ensemble de règles, de procédures que Michaëlé a présentées au début. Donc, on a une charte de conventionnement, un certain nombre de critères, les visites auprès des points de vente candidats, des espaces de délibération au niveau du comité citoyen, des décisions pour dire si oui ou non le point de vente rentre dans le circuit conventionné. Donc, qui fait apparaître aujourd'hui le conventionnement comme une vraie institution de la caisse. Et plus fondamentalement, un processus continué de négociation et de définition des valeurs partagées autour de ce conventionnement que j'ai schématisé à droite là. Donc, le conventionnement comme un espace important d'exercice de la participation de la démocratie alimentaire, donc un objectif en tant que tel, si je puis dire. L'accessibilité alimentaire, bien sûr, avec la définition, le choix des lieux où les ayants droit vont dépenser leur monnaie, et aussi un objectif d'essayer de permettre une viabilité économique des acteurs de l'offre qui vont être conventionnés dans une perspective plus lointaine de transformation des systèmes alimentaires. Et donc, qui fait apparaître aussi des fois des compromis entre ces différents axes et différentes dimensions qui traversent le conventionnement.
Le conventionnement construit au final un circuit économique par la demande, ce qui est assez original, voire en rupture avec le modèle dominant de marché, hein, capitaliste néolibéral, où c'est plutôt l'inverse, et où on peut parler, voilà, d'une forme peut-être embryonnaire, mais quand même de réappropriation de l'alimentation et du système alimentaire par les membres du comité citoyen, par cette construction du circuit conventionné, voire même d'une forme de planification par la demande, par les besoins, puisque le conventionnement, il s'agit de sélectionner, favoriser des pratiques qu'on espère voir plus représentées dans le système alimentaire, dans l'économie. Donc voilà, réorienter en final l'économie du système alimentaire. Et puis aujourd'hui, mais en fait tout le long de l'existence de la caisse, cet enjeu du lien entre les mangeurs, les ayants droit et les acteurs de l'offre, les points de vente. Donc aujourd'hui, voilà, les points de vente son point de vente et se pose l'enjeu voilà, qui participent davantage à la construction politique du projet et en particulier voilà, du conventionnement dans une perspective de démocratie alimentaire peut-être plus aboutie, mais aussi peut-être avec des enjeux de, d'intérêts divergents. Donc, le processus de conventionnement permet la construction du circuit conventionné. En fait, on s'est intéressé aux effets que pouvait produire ce circuit conventionné. Et en fait, on s'est vite aperçu qu'il générait, voilà, il y avait des disparités dans la distribution de la MONA entre les points de vente, ce que j'ai représenté sur le schéma à droite, avec sur une cinquantaine de points de vente conventionnés, deux qui captent voilà, environ 60% aujourd'hui de la MONA. Et en fait, en essayant de comprendre qu'est-ce qui générait ces disparités, en fait, on a mis à jour quelques facteurs qui semblaient structurer, si je puis dire, le fonctionnement du circuit conventionné. Donc d'abord, que ça reste un marché relativement concurrentiel, où en tout cas les mangeurs arbitrent leurs choix, leurs préférences, voilà, en fonction du prix et de la praticité géographique, de l'amplitude horaire d'ouverture des magasins, de la diversité des produits qui sont présents. Un autre facteur aussi, un peu plus abstrait, mais ça va être le rapport entre le nombre d'ayants droit dans la caisse et le nombre de points de vente. Voilà, on imagine bien que plus on aura de points de vente pour une quantité de MONA donnée, moins ça fera de MONA potentiellement récupérable par chaque point de vente. Un troisième facteur, c'est un avantage pionnier, a priori, pour certains points de vente. Voilà, les points de vente qui sont arrivés en tout premier, au tout début de l'expérimentation, forcément avaient plus de visibilité et gardent cette visibilité voilà, un peu historique. Des points de vente qui fonctionnent un peu comme des dispositifs de captation, voilà, donc des points de vente où il faudra être sociétaire ou être adhérent à une association, et donc forcément qui retient, entre guillemets, un peu plus les ayants droit. Mais cependant, voilà, plus fondamentalement, j'ai envie de dire, le gros résultat, avec le recul qu'on commence à avoir, c'est que c'est surtout un marché hybride qui se construit, qui se démarchéisé, si je puis dire, c'est-à-dire qui diverge du marché dominant capitaliste néolibéral, notamment dans une perspective d'économie sociale et solidaire, où on aura une surreprésentation d'acteurs de l'économie sociale et solidaire avec des associations, des coopératives, des épiceries, etc. Et donc une finalité autre que utilitariste, dans le sens de maximisation du profit, mais plutôt une finalité de répondre à des besoins et des droits fondamentaux, et ce faisant aussi, du coup, en adéquation avec les critères de conventionnement, on va retrouver beaucoup de pratiques de bio, du local, l'agriculture paysanne, des marchés de plein vent, etc. Donc, un marché où la lucrativité n'est plus centrale, où la concurrence ne l'est plus autant, où c'est plutôt le primat de la coopération qu'on retrouve, et où on a aussi un fort ancrage territorial des entreprises et des producteurs. Concernant les effets donc finalement économiques, sociaux et politiques que peut produire ce circuit conventionné, donc on a relevé différentes choses avec les entretiens, les enquêtes qu'on a réalisées, notamment près de 30 points de vente sur les 50 conventionnés au moment où s'est faite l'enquête. Donc déjà, un résultat fort, c'est que l'expérimentation, globalement, ne représente pas un coût pour les points de vente. Et, il n'est pas un coût économique dans le sens, il ne faut pas payer pour rentrer dans le circuit conventionné, et il n'y a pas de charge pour convertir les monas en euros. Et le coût en temps est relativement minime, donc il y a un temps d'adaptation, voilà, de prise en main de l'outil Mona de paiement, mais voilà, qui est relativement court, et après on rentre sur une routine et il n'y a plus
d'exigence, si je puis dire, vis-à-vis des points de vente en termes de temps. Des soutiens économiques non négligeables qui ont été relevés pour quelques points de vente, voilà, jusqu'à 7% dans le chiffre d'affaires par la Mona, et des nouveaux clients qui arrivent par le biais de la caisse qui ne fréquentaient pas le magasin ou le producteur avant. Des effets sociaux aussi, dans le sens où ben, pour beaucoup de points de vente, en fait, la caisse permet de rendre la production des points de vente plus accessible, ce qui est aussi un souci pour beaucoup d'entre eux, et aussi amener une mixité sociale qui n'était pas forcément présente avant la connexion avec la caisse. Et enfin, sur les effets politiques, c'est des choses plus variables. Donc déjà, relativement peu d'effets de politisation, mais c'est normal dans le sens où, ben, d'abord, ce qui a été conventionné, c'était des points de vente très politisés sur les questions politiques que traite la caisse. Donc voilà, forcément. Mais en tout cas, ce qu'on a relevé pour beaucoup de points de vente, c'est que la caisse reste un moyen de poursuivre ses objectifs et ses engagements propres. Beaucoup se reconnaissent dans la caisse. Ben, ceux qui font de la bio se reconnaissent dans la caisse, ceux qui font du local se reconnaissent dans la caisse, ceux qui font l'agriculture paysanne se reconnaissent dans la caisse. Mais par contre, voilà, des participations variables en fonction et de sentiments d'appartenance variables en fonction des acteurs, mais Pauline y reviendra juste après. Et pour finir, en conclusion de la diapo, on avait relevé quand même que l'immense majorité des points de vente restaient très motivés pour continuer dans l'aventure. Et donc, pour conclure mon propos, donc, on peut dire que le processus de conventionnement permet d'arbitrer la contradiction entre accessibilité alimentaire pour les ayants droit et viabilité économique pour les acteurs de l'offre. Donc, qualitativement, en fait, on a cette preuve de concept, si je puis dire, voilà, un mécanisme qui permet vraiment ben, autour de la caisse de réussir à rendre accessible une alimentation de qualité choisie en fonction des besoins des ayants droit, tout en, voilà, en ayant des mécanismes qui commencent à montrer ben, qu'on peut soutenir des points de vente engagés dans des marges de durabilité notamment. Le circuit conventionné apparaît comme un marché hybride, partiellement démarchéisé, mais voilà, qui va vers, euh, en, qui diverge voilà, avec les logiques de marché dominant. Et le conventionnement et le circuit conventionné, aujourd'hui, apparaissent clairement comme des institutions fondamentales de la caisse. En termes de perspective, ce qu'on va travailler dans l'année à venir, à la fois dans le volet action que le volet recherche de manière articulée. Donc, d'abord, continuer à mieux qualifier l'économie que la caisse construit, euh, à côté du modèle budgétaire, voilà, qui va être les différentes recettes qu'on va réussir à trouver au niveau de la caisse pour voilà, que la caisse fonctionne, mais plus largement, en fait, articuler les différentes institutions que la caisse crée, voilà, la cotisation, le conventionnement, le circuit conventionné, et d'autres à venir, par exemple, comme la caisse d'investissement, et voilà, mieux qualifier cette économie. Euh, Questionner, travailler la participation politique des acteurs économiques, des acteurs de l'offre, donc les points de vente au projet, notamment au niveau du conventionnement, et travailler. Donc le circuit conventionné est déjà une opportunité de coopération économique, mais à partir de là, essayer de pousser ça plus loin dans des logiques voilà, de mutualisation des moyens, des ressources, et dans une perspective peut-être plus lointaine de construction de filières territorialisées. Voilà, c'est bon pour moi. Bonjour tout le monde. Du coup, avec Grégory, nous, on va vous parler de la MONA et de ses effets sur l'accès à l'alimentation durable. La MONA représente vraiment une porte-entrée en fait dans l'expérimentation pour de nombreux et nombreuses participants et correspond pour eux donc à un budget alimentaire à dépenser dans des lieux conventionnés qu'a présenté Sébastien. Et donc nous, on va s'intéresser aux effets que génère la MONA pour des personnes en situation de précarité alimentaire, pour qui les effets de l'utilisation de la MONA sont plus marqués. Donc recevoir 100 MONA par mois, ça permet d'abord de sécuriser un budget dédié à l'alimentation. Et de ce point de vue-là, bah, l'analyse des entretiens montre que l'augmentation du budget alimentaire réduit la précarité alimentaire dans ses différentes dimensions, que ce soit au niveau matériel, au niveau social, au niveau psychosocial.
Donc, au niveau matériel, on observe au bout d'un an une réduction de moitié du nombre de personnes en situation de précarité alimentaire quantitative. Donc, le fait de ne pas avoir assez à manger. Et également, on observe que 28% des personnes en situation de précarité alimentaire qualitative ne le sont plus après un an de participation. Et donc concrètement, on observe un meilleur accès économique à une alimentation de qualité et choisie. Donc les personnes retrouvent l'accès à des aliments, en particulier aux fruits et légumes frais, qui sont donc de forts marqueurs sociaux. Et également, on observe une augmentation de l'accès à des produits biologiques, donc auparavant inaccessibles économiquement pour une partie des participants et participantes. Et donc, sur ce point-là, l'analyse des tickets de caisse montre que 82% des produits payés en MONA sont des produits biologiques. Voilà, néanmoins, ces effets en fait sur l'accès à l'alimentation de qualité, ils varient selon la composition familiale et les revenus des personnes. Et donc, pour les personnes seules, leur budget alimentaire a pu être plus doublé, tandis que pour des familles concernées par la précarité, sans MONA, ça constitue plutôt un budget d'extra. Voilà. Voilà. Et puis le fait de pouvoir choisir son alimentation, de pouvoir accéder à une large gamme de produits, des produits frais, des produits bio, va aussi contribuer à réduire les inquiétudes alimentaires. Par exemple, les participants et les participantes disent retrouver une confiance dans leur alimentation et qui va leur donner le sentiment de préserver leur santé, voire même d'améliorer leur santé. Alors, avoir plus de choix, c'est aussi pouvoir retrouver du plaisir dans leur alimentation, se faire des petits plaisirs, d'avoir des petits luxes pour soi ou pour les membres du foyer, et ce qui permet d'acheter des produits aussi qui ont une forte valeur symbolique, des produits qui vont s'incarner dans une relation plus qualitative avec notamment des produits qui vont être plus rares, des produits qui vont être plus chers ou des produits qui vont être culturellement marqués. On peut penser par exemple au fromage ou aux amandes ou à l'huile d'olive. Voilà. Et donc cette capacité à se faire plaisir, elle va aussi contribuer à améliorer le bien-être alimentaire. Donc ensuite, il y a la sécurisation du budget qui va aussi avoir un effet sur la sociabilité alimentaire, donc qui va permettre notamment aux participants, à certains participants, d'inviter à nouveau des proches ou d'accepter des invitations en ayant la capacité d'amener quelque chose à l'apéro ou pour un repas. Donc pour la grande majorité des personnes qui sont concernées par la précarité, cet accès à l'alimentation, il passe par des nouveaux lieux, des lieux qu'ils ne fréquentaient pas auparavant. Et donc, il va y avoir un coût d'entrée dans ces lieux sur lequel Claire va revenir tout de suite. Mais au-delà de ce coût d'entrée, on peut voir qu'il développe à nouveau des routines alimentaires qui va s'incarner aussi finalement dans une continuité à leur rapport à l'alimentation, avec aussi finalement une recherche du rapport qualité-prix, avec un plaisir retrouvé pour certains produits, avec aussi une découverte du goût, ou une satisfaction vis-à-vis du goût des produits, et qui va finalement témoigner d'une appropriation de ces lieux dans lesquels ils retrouvent de l'alimentation durable. Alors aussi, les personnes vont finalement petit à petit connaître le magasin, nouer des liens avec les personnes qui y sont. Et puis elles vont, je le disais, redécouvrir des goûts, notamment le goût des produits bio, avec du coup ou des produits locaux, avec du coup le constat d'une différence qualitative et gustative entre les produits locaux, les produits bio et les produits conventionnels auxquels ils étaient parfois habitués. Et puis on retrouve aussi parfois chez certaines personnes finalement un changement de représentation de l'alimentation biologique et une diminution de la méfiance vis-à-vis de ces produits. Alors, plus globalement, en fait, toutes ces expériences vécues, on peut aussi les analyser comme un déplacement du rapport normatif à la consommation alimentaire, puisque ce sont des personnes qui, auparavant, se sentaient exclues des pratiques alimentaires qui étaient valorisées dans notre société et qui, désormais, peuvent se réapproprier des gestes, des choix et des goûts qui leur étaient hors de portée. Du coup, va se jouer finalement une redéfinition de ce qu'est bien manger, avec du coup ce bien manger n'est plus vécu comme un impératif prescriptif, mais comme une pratique qui devient accessible, qui devient un choix et qui devient également valorisante.
Néanmoins, ce qu'ont aussi montré les enquêtes qualitatives, euh, eh bien, c'est qu'il y a un certain nombre aussi de personnes concernées par la précarité qui ont pu faire remonter des ressentis qui traduisent un certain coût d'entrée dans les lieux de l'alimentation durable. Euh, En effet, en fait, l'entrée dans certains lieux conventionnés, enfin, notamment des magasins de producteurs ou bio, certains marchés paysans, bah, cette entrée, elle peut être marquée par une confrontation à des prix qui peuvent être perçus comme difficilement accessibles. Et donc, bah, cette entrée dans le lieu, elle fait ressortir un peu une tension entre, d'un côté, un budget alimentaire contraint, aussi une socialisation à des prix bas, et de l'autre, bah, les normes économiques de ces points de vente-là. Et donc, finalement, l'accessibilité, elle peut se limiter à une partie de l'offre. Donc, enfin, principalement les légumes, les fruits, les produits secs en vrac. Mais il y a d'autres produits qui restent plus difficilement accessibles, comme le fromage, la viande, le poisson, accessibles économiquement. Et également, par ailleurs, bah, ces lieux, ils sont aussi majoritairement fréquentés par des personnes issues des classes moyennes et aussi supérieures diplômées, ce qui a pu en fait engendrer des sentiments de malaise ou de non-légitimité pour des personnes peu diplômées et ou en situation de précarité. Et donc, ce malaise-là, bah, il peut s'expliquer par les normes sociales propres à ces lieux, le fait donc d'avoir des produits à prix plus élevé que par exemple dans des magasins discount, le fait d'avoir une offre labellisée bio, équitable, l'agencement des magasins, des normes de comportement et aussi une forte interconnaissance dans certains lieux conventionnés. Donc, on peut analyser ces vécus-là comme issus d'une forme de violence symbolique qui s'est exercée sur des personnes qui avaient donc moins de capitaux économiques, culturels. Et ce sentiment aussi de non-appartenance, il a pu être plus fort pour des personnes racisées qui se retrouvent dans des espaces qui sont majoritairement blancs, les espaces de l'alimentation durable, et du coup des discriminations aussi peuvent s'y produire. Donc on a pu observer que voilà, certaines personnes ont aussi pu vivre une expérience d'exclusion au sein de l'inclusion. Donc elles ont été invitées à rejoindre certains espaces, enfin, ces espaces-là, mais pas à y appartenir, quoi. Voilà, et du coup, tous ces constats, en fait, viennent nous interroger sur la possibilité de soutenir ou de créer des lieux de l'alimentation durable qui soient populaires, c'est-à-dire peut-être des lieux qui sont plus accessibles géographiquement, qui sont plus accessibles aussi socialement et qui sont ancrés dans les quartiers populaires, là, finalement, où vivent les gens qui habitent dans ces quartiers. Du coup, les entretiens nous montrent aussi que les pratiques alimentaires des participants qui sont concernés par la précarité s'inscrivent dans une forme d'écologie ordinaire. Voilà, qui est enracinée dans le quotidien et qui est aussi qui s'incarne dans des pratiques qui sont malgré les contraintes économiques, qui sont faites d'une forte attention au goût, d'une forte attention à la santé, au faire soi-même, à la gestion précieuse, quoi, précise des ressources. Et du coup, toutes ces pratiques finalement, elles redessinent une autre manière de voir l'alimentation durable et d'autres critères de durabilité dans lequel il y a peut-être l'accessibilité économique, l'accessibilité géographique, le lien social, les savoirs aussi culinaires qui peuvent être transmis dans certains espaces, mais aussi la convivialité ou même la solidarité pourraient venir redéfinir un petit peu les critères de durabilité. Donc, à partir de ces pratiques, on pourrait penser que d'autres lieux pourraient être conventionnés. Et du coup, ces lieux pourraient être, par exemple, des épiceries de quartier, des primeurs, certains magasins de proximité, qui vont aussi être appréciés pour le rapport qualité-prix, pour aussi la qualité des produits en termes de goût, en termes de fraîcheur, mais aussi en termes de clientèle qui est fréquentée et de liens que les gens peuvent entretenir avec les commerçants. Et du coup, dans ce sens, le comité citoyen qui est en train de débuter l'ouverture d'une nouvelle phase de conventionnement, ben, pourrait repartir de ces besoins des habitants des quartiers populaires, peut-être pour venir amorcer la définition d'un nouveau référentiel de critères qui pourrait peut-être venir soutenir et conventionner d'autres lieux, tout en amorçant bien sûr avec ces lieux une discussion sur leur approvisionnement et sur l'approvisionnement notamment auprès de producteurs locaux ou bien auprès d'une alimentation bio par exemple. Et ces constats, ils invitent aussi à, on va dire, dépasser un peu une vision de l'accès à l'alimentation durable centrée principalement sur la consommation et donc le conventionnement de lieux de vente. Et donc ça pourrait aussi
bah, passer par l'inclusion d'autres dimensions où se joue aussi l'accès à l'alimentation durable à travers la cuisine, la restauration, le lien social. D'ailleurs, dans ce sens, bah, de nombreux participants ont souligné en entretien bah, l'importance des moments de cuisine, de vente de sa production, de manger en dehors de chez soi, de rencontrer du monde, donc dans leur vécu de la caisse alimentaire commune. Et sur ce point-là, il y a des initiatives conventionnées qui s'inscrivent déjà dans cette acception, on va dire, plus large de l'accès à l'alimentation durable. Donc, par exemple, il y a les ateliers cuisine de l'association Vrac Écocinas. Il y a aussi l'épicerie café cuisine solidaire Les Sperluettes, voilà, qui sont des lieux implantés dans des quartiers populaires. Et c'est pas seulement des points d'approvisionnement, c'est aussi des lieux où peuvent se nouer bah, des relations, où il y a des savoirs aussi autour de l'alimentation qui circulent et où ce que les personnes disent en entretien, c'est elles s'y sentent bien en fait. Et donc un peu dans cette on va dire continuité-là, il y a des maisons de l'alimentation solidaire qui sont en construction à Montpellier. Et donc, ces lieux, ils ont pour ambition justement de mêler le côté épicerie approvisionnement avec aussi un espace de cantine, de cuisine collective, l'organisation d'ateliers, des espaces pour les enfants, et donc qui seraient co-gérés par les habitantes. Et ce qui ressort en fait aussi des premières réunions de comment pourraient être ces premières maisons de l'alimentation solidaire, bah, c'est vraiment la volonté de créer du lien social dans le quartier. Donc concrètement, bah, une piste pour la suite, c'est aussi de penser l'alimentation, enfin l'accès à l'alimentation durable, enfin pas seulement à partir des produits et des lieux marchands, mais aussi à partir des pratiques, des relations et des lieux de vie. Et donc pour ça, ça implique aussi de reconnaître et de soutenir des lieux de sociabilité ancrés localement, des lieux de participation des habitants, et que ces lieux-là, bah, c'est aussi bah, des espaces porteur d'une accessibilité à l'alimentation durable pour tout le monde. Voilà. Alors, raccrochez pas le micro, vous n'êtes pas présenté. Oui, bah, moi je suis Grégory Ackermann, je suis chercheur, je suis sociologue chercheur à l'INRAE. Et Claire Havet, je suis en CDD en sociologie à l'INRAE. Merci beaucoup. Alors, donc là, on vous a fait un peu un aperçu de tous les résultats qu'on a pu avoir à travers cette recherche sur différents aspects sur lesquels on avait mis un certain nombre d'hypothèses. Donc, je vous renvoie à nouveau au rapport de recherche qui est complet et dans lequel toutes ces thématiques en fait sont développées avec les chiffres, avec des extraits d'entretien, les données qualitatives, etc. Alors, un dernier aspect peut-être, enfin un avant-dernier aspect sur notre question de départ de comment on fait démocratie alimentaire, comment on essaye d'aller, de tendre vers un modèle de solidarité plus démocratique que tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin d'interroger finalement cette dynamique démocratique au-delà peut-être du comité citoyen que Marie Valser a bien mentionné tout à l'heure, qui est vraiment le cœur, on va dire, démocratique de la Caisse. Mais du coup, comment finalement ces enjeux de participation ils concernent aussi l'ensemble des parties prenantes. Donc les autres parties prenantes, ça va être déjà l'ensemble des expérimentateurs et expérimentatrices qui ne sont pas au comité citoyen, mais qui utilisent la Caisse dans toute leur diversité socio-économique, culturelle. Et ça va être aussi les points de vente, comme l'a mentionné Sébastien tout à l'heure, ainsi que finalement tous les acteurs associatifs et autres qui ont initié cette expérimentation jusqu'aux collectivités locales, en l'occurrence pour nous, ville et métropole de Montpellier, qui ont été partie prenante aussi de l'expérimentation de caisse alimentaire commune. En tant qu'acteurs publics, on va dire, concernés par par ces questions d'alimentation. Pour cette phase 1, on a mis un focus un peu plus fort sur la participation des citoyens, citoyennes, mais on sait qu'il y a tout un champ qui s'ouvre aujourd'hui sur la participation des autres acteurs de l'écosystème de la Caisse. Peut-être une première thématique importante, c'est que cette dynamique démocratique, elle articule deux dimensions, une démocratie économique à travers la cotisation et une démocratie sociale à travers la participation. Deux dimensions qui sont vraiment fortement liées et quelque part indissociables pour penser ce modèle. Donc, sur la partie démocratie économique, c'est vraiment cet enjeu de la cotisation. On va mettre en commun, alors nous, dans le cadre d'une expérimentation locale,
sociale du budget, dans le cadre d'une future sécurité sociale de l'alimentation du salaire. Et là, vous avez un petit peu un aperçu de comment les gens ont cotisé à la caisse. Donc, on a à peu près 25% des foyers participants qui cotisent entre 1 et 10 euros, 25% qui cotisent au-dessus de 110 jusqu'à à peu près 180. On a une cotisation unique à 250 euros par mois, une médiane autour de 30 euros et comme on vous l'a dit tout à l'heure, une moyenne à 52 euros. Donc, on a quand même un peu plus de la moitié de la caisse qui est financée directement par les cotisants. Ensuite, sur le volet démocratie sociale, on a essayé de regarder comment caractériser un petit peu cette participation des uns et des autres à la caisse, avec des vécus de la participation qui peuvent être assez différents. Pour essayer de caractériser ça, on s'est appuyé sur l'approche de la participation d'une philosophe qui s'appelle Joëlle Zask, qui a écrit un livre qui s'appelle Participer, essai sur les formes démocratiques de la participation. Et ce que nous dit Zask, c'est que finalement, une participation effective, elle s'appuie sur 3 dimensions. Première dimension, prendre part. Donc, prendre part à quelque chose, à une initiative, à une action, ça va être tout simplement créer des liens, avoir de la sociabilité, soit juste pour le plaisir, entre guillemets, soit autour d'un but commun. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu le cas de la caisse. Et donc, on va s'impliquer finalement dans quelque chose. On prend part. Deuxième dimension, on va donner une part. Donc, c'est là que ça devient aussi intéressant au regard de la caisse, c'est-à-dire quelle est la contribution des uns et des autres à la caisse. Et c'est pour elle un élément important de la participation. On a l'impression de donner une part de soi, notre contribution, elle va agir finalement sur l'action collective, sur le dispositif. Donc, ces contributions, elles peuvent être économiques dans le cas de la caisse. Tout le monde cotise à la caisse, quel que soit le montant qui est donné. Mais elles peuvent être aussi du temps qu'on donne à la caisse. Elles peuvent être du cerveau disponible, participer aux décisions, par exemple, pour les membres du comité citoyen. On se rend compte dans les données qu'on a pu recueillir que ces contributions, elles vont être vécues de manière assez différente. On a au sein de la Caisse alimentaire commune des participants qui se vivent finalement plus comme bénéficiaires que comme contributeurs, parce que leur cotisation leur apparaît faible, parce qu'ils n'ont pas l'impression forcément de rendre ce qui leur est donné, et donc on va rejouer un petit peu dans ces profils-là, un petit peu ce qui se joue autour des aides sociales. On a un peu honte, on se sent un peu stigmatisé finalement d'avoir la MONA, et là on sent bien que finalement ce modèle de solidarité démocratique, il n'est pas quelque part appréhendé par ces personnes. Et à l'inverse, des personnes qui vont se sentir avant tout contributrices parce qu'elles vont cotiser plus qu'elles ne reçoivent et vont être un peu en attente de cette troisième dimension qui est le bénéfice, la reconnaissance, et qui vont pas forcément sentir suffisamment qu'ils ont cette reconnaissance dans la caisse et qui vont peut-être plutôt aborder leur cotisation comme un don classique où on va attendre peut-être une défiscalisation ou voilà, une autre forme de reconnaissance. Et donc, la dernière dimension, c'est recevoir une part. Donc, c'est toute la question du bénéfice. Qu'est-ce que je vais recevoir en retour de ma contribution qui, derrière, va me permettre de continuer de participer? Et là, les bénéfices, ils peuvent être de différents ordres, de ce qu'on a pu observer. Ils peuvent être bien sûr économiques, ça a été dit tout à l'heure. Ils peuvent être alimentaires, ils peuvent être sociaux, ils peuvent être de reconnaissance tout simplement. Ils peuvent être politiques, parce qu'on a un certain nombre de participants qui vont quelque part pour lesquels la reconnaissance va venir du fait que la caisse existe et que le projet de SSA existe et qu'on est là en mouvement collectif pour essayer de défendre quelque chose de nouveau. Mais là encore, c'est des approches qui vont pas forcément être appréhendées ou perceptibles par tous les participants. Donc, dans notre regard sur la participation, on sent bien qu'il y a une sorte d'inachèvement quelque part dans cette dynamique de démocratie qu'on a envie aujourd'hui de continuer de travailler. Alors, toujours dans cette dynamique, on va dire, de recherche-action, à la fois en essayant d'identifier avec les parties prenantes, avec les différents participants, quelles peuvent être les opportunités concrètes de participation au sens de ZASC, donc avec ces 3 dimensions au sein de la caisse. Et ça va être l'objet de tout un travail sur la deuxième phase de l'expérimentation et de la recherche-action pour essayer d'identifier un petit peu ces espaces-là. En fait, ce cadre d'analyse, il nous a paru intéressant pour travailler cette idée d'un modèle de solidarité démocratique, en ce sens qu'il invite à réfléchir à la création d'un cadre commun dans lequel chacun va pouvoir contribuer, construire, peut-être avoir confiance et se reconnaître et adhérer. Et il nous semble que c'est
voilà, un cadre d'analyse intéressant pour peut-être penser aussi une sécurité sociale de l'alimentation qui serait acceptable, réellement démocratique et dans lequel tous ces enjeux de participation, de sociabilité sont à mettre un petit peu de manière centrale. Et enfin, alors j'ai un peu été en avant sur ces pistes autour du renforcement des opportunités de participation. Et puis cette dimension de la cotisation, donc là on a appelé ça politiser la cotisation par l'éducation populaire, parce qu'on voit bien qu'on a une réflexion à avoir autour de cette notion de cotisation. Nous, dans le cadre de l'expérimentation locale, les gens vont contribuer financièrement de manière volontaire, c'est-à-dire c'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident de finalement ce qu'ils vont mettre dans la caisse. On l'a vu tout à l'heure, souvent c'est très lié à leurs revenus et ils suivent plutôt, on va dire, le guide de cotisation qui a été élaboré. Mais en fait, cet enjeu de la cotisation, il est très important dans la réflexion qu'on a ici à Montpellier et avec plein d'autres expérimentations ailleurs en France. Il nous permet, comme je disais tout à l'heure, peut-être de sortir de cette approche qu'on connaît du don philanthropique, pour réfléchir à cet enjeu de socialiser en fait du salaire, de mettre en commun du salaire pour pouvoir accéder à cette sécurité sociale ou à ce droit à l'alimentation. Et donc, il va un peu à l'encontre de ce qu'on voit aujourd'hui autour d'une forme, on va dire, de marchandisation, un peu de la solidarité, puisque là, ce que ça place au cœur du modèle, c'est un peu le principe de celui qui paye gère, qui est un petit peu à l'origine de la Sécu, et donc qui va construire de l'acceptabilité, de la confiance dans un système, puisqu'il est construit démocratiquement, et que quelque part, la gestion se fait par les intéressés eux-mêmes. Donc, on est dans un modèle, une sorte de promesse démocratique que fait la sécurité sociale de l'alimentation, une sorte de réflexion qui n'est pas complètement à l'œuvre aujourd'hui dans nos expérimentations, mais qui nous amène à réfléchir les choses de manière un peu différente et à construire d'autres modèles. Pour terminer, avant de passer la parole, je vous raconte un tout petit peu les perspectives qui s'offrent à nous, enfin qui s'ouvrent plutôt, qu'on s'est ouvertes d'ailleurs nous-mêmes. D'une part, renforcer, donc pour cette phase 2 qui va se dérouler sur 2025-2026, un enjeu de renforcer l'impact de la caisse sur les pratiques alimentaires des foyers, notamment à travers une augmentation du montant de MONA mensuel pour les duos, les trios, les familles plus nombreuses. Le travail autour de l'accessibilité économique et sociale des points de vente conventionnés, ça a été dit, renforcer la dynamique démocratique, travailler aussi sur cette dimension de justice sociale, notamment sur tout cet aspect de reconnaissance des pratiques, des rapports sociaux qui se jouent dans l'alimentation en s'intéressant encore plus aux inégalités, mais dans leur pluralité. Et puis, sur le volet offre, bien sûr, continuer de travailler sur l'impact économique et social de la caisse, les actions de coopération. Et puis, cette idée qui a émergé un petit peu au fil de l'eau, que pour pouvoir agir finalement sur les systèmes alimentaires, on a besoin certainement d'autres actions que celle qui a été expérimentée jusque-là. Et donc là, on est sur un travail de réflexion autour d'une caisse d'investissement qui pourrait se construire, pareil, un peu de la même manière, gérée de manière démocratique, mais qui viserait à investir directement auprès d'acteurs économiques dans une idée de transition alimentaire sur notre territoire. Donc ça, faudra suivre le travail pour avoir la suite de l'histoire. Donc, on voit bien qu'il y a différents mouvements aujourd'hui qui sont à l'œuvre autour de nos expérimentations. Donc, nous, on va continuer d'approfondir ce travail sur Montpellier. On a bien sûr le souhait de travailler en interaction avec l'ensemble des caisses locales et autres collectifs autour de la sécurité sociale de l'alimentation pour un petit peu, comme on pourrait dire, cette mise en mouvement social qui se fait aujourd'hui et qui est quand même assez significative, avec une grande pluralité d'expérimentations, mais on a besoin de travailler ensemble, de réfléchir ensemble tout simplement. On a une question autour de la transformation des politiques publiques, donc autour de la lutte contre la précarité alimentaire. Il y a eu ce fameux projet de loi d'expérimentation qui a été présenté, mais non discuté en Assemblée nationale. Tout ça pour toujours avoir on va dire, cet idéal de conquête sociale que serait une sécurité sociale de l'alimentation. Donc, je vais laisser un mot à Nicolas Bricasse maintenant pour aborder un peu cet aspect des politiques publiques. Et puis après, on laissera la parole à Benjamin Coria.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas Brécasse, moi je suis chercheur au CIRAD et titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, et donc je fais partie de ce conseil scientifique. Avec Marie Valzer, on s'est intéressé aux effets politiques, ou on va dire plutôt aux effets sur les politiques. Avant de rentrer sur les résultats de l'enquête, je voudrais dire une première chose qu'on n'a pas étudiée, qu'on aurait dû étudier, c'est qu'on s'est tous rendu compte que cette affaire suscite un engouement, un enthousiasme et parfois beaucoup d'émotions de la part de beaucoup de gens, à la fois des citoyens, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants et puis beaucoup d'engouement de la part d'autres territoires qui veulent se renseigner, qui voudraient essayer de faire la même chose et que ce qui fait peut-être mouvement-là devrait peut-être être étudié de plus près. Avec Marie, on a fait une première série d'entretiens auprès de politiques, c'est-à-dire à la fois des élus et des gens des services techniques, de gens qui connaissaient plutôt bien l'expérimentation, qui pour certains la soutiennent. Dans une deuxième femme, on élargira ce champ d'interview, mais là, il est important de savoir que c'est des gens qui connaissent bien et qui sont a priori intéressés par cette affaire. Première chose qui est intéressante et qui ressort de ces entretiens, c'est que tous les interlocuteurs reconnaissent la double dimension de l'expérimentation, nouvelle forme ou un nouveau dispositif de lutte contre la précarité alimentaire ou de solidarité alimentaire, et une forme de démocratie plus directe. Avec finalement très peu de gens, très peu de politiques qui nous disent c'est une façon de transformer le système alimentaire. On ne l'entend pas comme ça, c'est ce que Sébastien aussi nous a dit tout à l'heure. Tous les gens qu'on a interrogés, ou la majorité d'entre eux, sont des gens qui étaient déjà conscients des limites de l'aide alimentaire classique comme solution dominante de réponse à la précarité alimentaire croissante, d'une part, et conscients également de la crise démocratique, de l'importance de l'abstention, de la défiance vis-à-vis des personnalités politiques, conscients sans forcément la comprendre, mais en tout cas avaient cette sensibilité. Et ce qui ressort unanimement, c'est que ce qui les intéresse, c'est la concrétisation d'une expérimentation, la concrétisation de processus différents, alternatifs, à la fois en matière de démocratie alimentaire et en matière de lutte contre la précarité. Et donc, beaucoup insistent sur le fait qu'il existe un comité citoyen, il fonctionne, ça fait 2 ans qu'il se réunit, il est capable de réfléchir, il est capable de prendre des décisions, il se renouvelle. Mais ce qui est fantastique pour ces gens, c'est qu'il existe et que c'est un processus dont ils vont pouvoir s'inspirer. Deuxième chose, ils ont réussi à mettre au point un processus de conventionnement. Donc c'est faisable, ça existe, ça fonctionne et ça permet de dire oui ou non, certains lieux de vente sont conventionnés ou pas. Troisième chose, ils ont mis au point un processus de cotisation. Cotisation libre mais guidée et qui est également intéressant pour eux. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que cette concrétisation de ces principes, on va dire, un peu différents, un peu alternatifs, elle a 3 effets. La première, c'est que ça les inspire pour se servir de ces dispositifs ou s'inspirer de ces dispositifs pour d'autres éléments de la politique. Par exemple, la métropole lance une politique de modification des paysages alimentaires et veut s'appuyer pour ce faire sur des collectifs d'habitants dans les différents quartiers, pas forcément sur ce comité citoyen, mais en tout cas dit, ben, en fait, on voit qu'on peut le faire. La deuxième chose, c'est que ça leur fournit des arguments très concrets, très opérationnels dans un plaidoyer politique, à la fois en interne, dans leur collectivité territoriale, mais aussi désormais à l'échelle nationale. Et ça a été notamment très mobilisé pour soutenir le projet de loi sur les expérimentations d'expériences inspirées de la sécurité sociale de l'alimentation. Et puis, je dirais, la dernière chose, c'est que ça les a amenés à transformer leur façon de concevoir, de piloter leur politique. Et en témoigne pour cela la construction collective entre les acteurs de la société civile, les collectivités territoriales, les entreprises et la recherche d'un vaste projet qui s'appelle Terrasol, qui vise à expérimenter différentes formes de solidarité sur le territoire, avec les territoires nourriciers, entre les acteurs, mais de façon très participative et collaborative. C'est-à-dire qu'on les voit abandonner l'idée que la politique publique, elle se décide du haut et elle descend vers les gens, mais qu'effectivement, on peut arriver à la co-construire avec tous ces acteurs-là. Et ce qui était marrant, c'est qu'au début, on disait il y a un alignement de planètes. Aujourd'hui, on dit que la mayonnaise a pris parce que les planètes, elles finissent par se décaler. Mais là, elles continuent d'être alignées, si je puis dire, ou en tout cas, ça continue de fonctionner. Voilà.
Alors maintenant, je crois qu'on va passer la parole à Benjamin Coria, me dit-on, et nous vous remercions à l'avance. Je laisse la place à Pauline. Oui, bonjour. Écoutez, la première chose que je voudrais dire, Benjamin, on ne c'est... vous entend pas. Ah, là, ça va mieux? Oui. OK. Bon, écoutez, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis très heureux de participer à cet échange et je tiens vraiment à remercier chaleureusement Pauline et tous les organisateurs de cet événement et bien au-delà, bien sûr, les initiateurs de cette activité. Euh, bon, je vais dire au nom de quoi je parle, comme on dit, hein. Bon, je suis prof émérite de sciences économiques, mais j'ai surtout consacré beaucoup de temps au cours des pratiquement 20 dernières années à travailler sur les communs et à étudier les communs et à souvent, quand j'ai pu en tout cas, aider à en monter. Et bon, la phase actuelle de cette activité, c'est la revue En Commun, donc qui est disponible sur le net, encommun.net, qui est dédiée à discuter sur les communs, réfléchir sur les communs et bien sûr leur donner une place et une vitrine. Bon, alors ceci étant posé, vous comprendrez le point de vue à partir duquel je me suis situé. Alors, par rapport à cette expérience, alors je ne vais pas le cacher, hein, que je trouve formidable, hein, vraiment formidable, hein. J'ai une certaine expérience des communs et vous allez comprendre pourquoi je dis qu'elle est formidable. Je ne le dis pas pour rien. Je vais me concentrer sur deux points, si je peux dire. En tout cas, j'ai deux lignes directrices. La première, c'est ce qui me paraissent être les traits saillants, les traits importants de cette expérience par rapport à d'autres, si je peux dire. Et puis la deuxième, c'est de réfléchir avec vous, hein, de commencer à donner quelques éléments sur en quoi cette expérience peut être considérée, cette expérience, non, cette initiative peut être considérée comme un commun, de quel type de commun il s'agit, et peut-être aussi engager la réflexion, c'est mon troisième point, si je peux dire, sur la question de savoir en quoi ces communs, ce type de commun, ont des analogies et des différences avec la notion de service public. Bon, il se trouve que dans la revue En Commun, on a monté un groupe de travail commun, c'est le cas de le dire, avec l'association Nos Services Publics, parce que nous pensons que, aussi bien eux que nous, que les services publics qui sont en crise et auxquels on est tous si fortement attachés peuvent être fortement revitalisés grâce à l'apport des communs. Et donc, on essaye de réfléchir en quoi et comment. Alors, moi, je pense que ce qui est en train de se faire avec cette expérience de la Caisse, plus généralement avec la sécurité sociale et alimentaire, euh, euh, est une préfiguration, je l'espère en tout cas, mais ça peut l'être, d'un nouveau type de service public. Voilà. J'ai fini avec mon introduction, elle était un peu longue. Maintenant, ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Alors, qu'est-ce qui me frappe, premier point, si je peux dire, dans l'initiative de la Caisse telle qu'elle est conduite et telle qu'elle nous est présentée? Premièrement, je trouve que c'est un agrégateur de choses relativement complexes et d'une certaine manière, je tire mon chapeau. Par rapport à d'autres communs qui sont beaucoup plus simples, hein, où il s'agit d'exploiter un bord de mer, où il s'agit de partager un champ, euh, soit pour cultiver, soit pour faire paître des animaux, là, on fabrique des institutions
relativement complexe. Parce que d'un côté, il y a toute cette question de la cotisation, donc comment on la conçoit, hein, ça ne va pas de soi. Le choix qui a été fait d'une cotisation libre, c'est pas le choix qui a été fait par tout le monde, hein. Euh, Comment on la prélève, comment on la distribue, donc ça relève, ça a à voir avec la question de la monnaie, hein, donc d'une monnaie institutionnelle. Oui, on essaye de me dire quelque chose là? Non? Non, ça va? Ok. Bon, voilà. Donc déjà, ça, c'est pas très simple, hein, c'est pas très simple. Après, il y a la question du conventionnement. Eh ben, le conventionnement non plus, c'est pas très simple. Et j'ai bien compris, on a tous bien compris, qu'il y a des questions d'arbitrage qui sont pas extrêmement simples. Qui on n'accueille pas, au nom de quels critères. D'ailleurs, enfin, moi, j'aurais tendance à penser que le conventionnement peut être un outil de transformation sociale. C'est-à-dire que on peut discuter avec certains candidats virtuels, le conventionnement, en disant, eh bien, écoutez, si vous faisiez ça et ça en plus, ça serait encore mieux. Voilà, donc, je veux dire, c'est ça que je trouve assez formidable dans cette expérience, c'est que elle fabrique des institutions et elle fabrique des transformations de comportement et c'est pas fini. Moi, je suis persuadé qu'il y aura des suites. J'ai été très frappé par ce que j'ai entendu. Derrière ces expériences, c'est évident que au-delà du conventionnement, au-delà du prélèvement, de la distribution des cotisations, au-delà de la monnaie, etc., il y a la question des cantines, il y a la question de la cuisine coopérative. Euh, Bon, ça va venir tout ça, ça va venir. Je suis absolument persuadé qu'un des développements va être la cantine. Et je vais rajouter un point qui est peut-être d'ailleurs une suggestion pour nos amis de la caisse. Euh, Certains cotisent avec de l'argent. Et pourquoi ne pas envisager que d'autres cotisent d'une autre manière, par leur travail, hein, un travail bénévole qui fournirait. Euh, euh, Par exemple, je pense au cas des cantines, hein. Si la caisse se mettait à fabriquer des cantines, je suis sûr que beaucoup de participants seraient prêts à collaborer à travers la participation à la cuisine collective. Bon, voilà, tout ça pour dire que non seulement c'est un ensemble d'institutions, mais c'est un ensemble d'institutions qui est appelé à se développer. Et c'est ça que je trouve absolument formidable dans cette expérience. Elle n'est pas du tout statique, hein. Elle porte sa propre transformation et son propre développement en permanence. La deuxième chose que je voudrais dire, toujours dans le domaine de l'observation, hein, des faits saillants, c'est que j'ai envie de dire, un peu de manière provocatrice, que l'institution de la Caisse crée une chaîne de valeur qui lui est propre et qui est complètement alternative à ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, en principe, c'est une expression qui est utilisée par les économistes à propos des multinationales qui vont chercher partout l'endroit où elles vont payer le moins cher pour pouvoir maximiser leur valeur ajoutée et leur valeur en bourse. Ici, c'est une chaîne de valeur, mais complètement inverse. D'abord parce que le ciment, ce n'est pas la valorisation de l'argent, mais c'est la solidarité. Le cœur de la valeur au centre de tout, c'est la solidarité. Et pour construire la solidarité, on a besoin d'une forme de démocratie, parce qu'il ne peut pas y avoir de solidarité sans démocratie. Bon, alors ici, je vais me permettre de dire à nos amis de la Caisse que je pense que, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la démocratie participative en particulier, tel que ça a été exposé par Pauline, est très important. Mais moi, j'ai tendance à penser que ce que fait la Caisse, ça va au-delà. Ce qu'elle fait, en tout cas pour certaines parties des choses, c'est de la démocratie délibérative. C'est quoi la démocratie délibérative? Ça veut dire une forme de démocratie dans laquelle on donne un espace à la voix de tous, hein, à la voix de toutes les parties prenantes, et dans laquelle la décision ne se fait pas à la majorité simple, etc., mais par la recherche du consensus, par la délibération. Et une décision qui ne
n'est pas prise à un moment donné, elle reste toujours possible. C'est pas parce qu'elle a été rejetée. La délibération permet le retour sur des décisions qui, à certains moments, peuvent apparaître comme n'étant pas mûres. Bon, voilà. Ce qui me frappe aussi dans cette chaîne de valeur, c'est que c'est le contraire des multinationales, si je peux dire, c'est qu'elle a un enracinement territorial. Et ça me paraît extrêmement important parce que l'enracinement territorial, c'est ce qui va permettre toutes sortes d'initiatives qui sont possibles localement dans un endroit, mais pas nécessairement dans un autre endroit. À tout point de vue, hein, à tout point de vue. Et moi, je pense que c'est très important, cette dimension locale. Vous savez, Ostrom, la grande théoricienne des communs, elle dit la grande force des communs, c'est qu'ils sont capables d'apporter des solutions appropriées à des besoins locaux et qu'ils n'ont pas de solutions toutes faites, qu'ils se méfient de toutes les solutions toutes faites. Ce qu'elle appelle ready to use, hein, les solutions toutes faites, ou encore mieux, les solutions issues du blueprint. Le blueprint, c'est le livre bleu de toutes les solutions préétablies. Comme il y en a dans l'administration, mes amis du service public me pardonneront cette petite pointe. État proscrire, État proscrire. Bon, qu'il y ait des échanges entre commoners, entre gens des caisses, sur les meilleures pratiques et qu'on s'inspire des meilleures pratiques, me paraît de très bonne politique. Mais par contre, ne pas avoir comme objectif son ancrage territorial et la réponse aux questions des territoires est essentiel. On ne va pas faire, hein, on ne va pas faire les mêmes caisses alimentaires dans les Alpes et en Languedoc. Il faut être raisonnable. Ça ne peut pas prendre la même forme. Les formes de conventionnement, la nature même des produits, de leur acheminement. Bon, voilà. Et si on va vers, ce que j'espère, les cantines, oui, je vois dans le chat quelqu'un qui parle de milieu. Absolument, absolument. Parce qu'un territoire, c'est un milieu humain et c'est un milieu biotique. Et donc, s'agissant d'alimentation, s'agissant de rapports entre les communautés humaines et les communautés non humaines, la prise en compte du biotique est absolument essentielle. Et ça ne peut se faire que de manière territoriale. Bon, je vais mettre les sous-titres. Je vais mettre les sous-titres, hein, parce que ceux qui me connaissent le savent, j'aime pas me cacher derrière mon petit doigt. Donc, le sous-titre, c'est quoi? C'est que un modèle national de sécurité sociale alimentaire ne peut pas se développer s'il ne tient pas compte des spécificités locales. Voilà ce que j'ai en tête et des ancrages territoriaux. Alors, l'autre point qui me paraît extrêmement intéressant dans l'initiative de la Caisse, c'est que pour le moment, c'est un commun circonscrit, hein, c'est-à-dire que compte tenu des limites économiques, hein, en termes de cotisation, en termes de ressources, ne peuvent être membres bénéficiaires qu'un nombre limité de gens. Mais ce qui me paraît magnifique, d'une certaine manière, c'est que sa vocation, c'est d'être universel. Hein. Ça veut dire que on n'est limité que par les contraintes, mais sur les principes, c'est ouvert à l'universel. Et j'insiste aussi sur ce point parce que ça me paraît très important, pas seulement pour les bénéficiaires. Je ne sais pas comment marche le comité de citoyens, hein, mais j'ai cru comprendre qu'il y a certaines allées et venues. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel que le comité de citoyens, c'est-à-dire les instances de délibération et de décision, respirent. Ça veut dire que ceux qui sont là de l'activité ou ceux qui ne sont plus en accord à l'activité, c'est tout à fait normal qu'ils s'en aillent. Par contre, le 109, hein, ceux qui découvrent l'activité, ceux qui sont prêts à s'investir, il est indispensable qu'ils puissent rentrer dans les instances de décision et de délibération. Je ne dis pas ça pour rien, hein, parce que là encore,
c'est une des caractéristiques du commun par rapport aux structures administratives des services publics. Le commun, il vit, il s'alimente de l'initiative de ceux qui sont prêts à s'investir dans le commun. Et c'est très important qu'il y ait cette dimension d'ouverture. Bon, voilà, je vais faire maintenant une dernière série de remarques sur la caisse comme commun de proximité ce commun de proximité, à quoi il sert, comment il peut nous servir à penser ou à repenser le service public, toujours dans le cas de l'alimentation. Moi, je pense que la caisse représente un nouveau type, ou en tout cas un type particulier, de ce que, avec d'autres, on a appelé des communs de proximité. Pourquoi c'est un commun de proximité? Parce qu'il en a les trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est que ces règles de fonctionnement, donc d'adhésion, et pour en bénéficier, sont autodéterminées par les membres du commun. Elles ne sont pas imposées de l'extérieur, elles ne sont pas fixées de manière administrative et elles peuvent évoluer en fonction des décisions auto-administrées que prennent les gens en charge du commun. Première caractéristique des communs de proximité. Deuxième caractéristique, je l'ai dit, et c'est ça qui distingue le commun de proximité d'un commun fermé, c'est qu'il est ouvert. Premièrement, il a vocation à s'étendre, et il s'étendra autant que les cotisations et les prélèvements et l'arrivée de ressources permettront de s'étendre. Et il a vocation à l'universel. Et ici encore, enfin, troisième point, c'est lié au deuxième, il est ancré sur le territoire. C'est en ce sens que c'est un commun de proximité. Alors le fait qu'il soit ancré sur le territoire a son importance, y compris par rapport à la notion de service public. Parce que les services publics, ils sont beaucoup définis par rapport non pas à l'ancrage territorial, mais à la citoyenneté. Hein. Pour bénéficier des services publics, on est en général sous des relations avec les questions de citoyenneté. Je ne dis pas ça pour rien. Les communs historiques du 19e siècle, hein, qui étaient des communs fonciers, se sont posé la question de savoir si les non-résidents avaient accès aux communs et sous quelles conditions. Et en général, les réponses sont les résidents, quels qu'ils soient, hein, les non-résidents permanents, quels qu'ils soient, étrangers ou pas étrangers, vous voyez, je mets les points sur les i, ont droit au commun, sous réserve qu'ils en respectent les règles et les obligations, et sous réserve qu'ils aient un temps de présence suffisant à l'intérieur du commun. Quant à ceux qui sont de passage et qui doivent se sustenter, ils sont pris en charge après délibération par les communards, suivant les décisions qui sont prises. Donc voilà, on a les trois caractéristiques des communs de proximité. Hein. Ils ont des règles autodéterminées, bien, ils sont ouverts, ils ont vocation à s'étendre, et les instances de décision s'alimentent, bougent, respirent, voilà. Et troisièmement, ils ont un ancrage plus territorial que basé sur la citoyenneté ou la nationalité. Euh, voilà dans quel sens je pense que les caisses sont une expression particulière des communs de proximité, et de communs de proximité, je l'ai dit, qui sont appelés à se développer, vers des activités qui ne sont pas fermées, mais qui se focaliseront autour de l'alimentation. Hein. J'ai parlé des cantines, j'ai parlé des ateliers de cuisine, il peut y avoir bien d'autres choses. Alors maintenant, dernier point, ce type de commun de proximité et les services publics. Les services publics, ils sont en crise. Pourquoi? Ils sont en crise parce que les trois principes qui les fondent sont en crise. Les trois principes qui fondent des services publics, c'est 1, l'universalité, 2, la continuité, et 3, la mutabilité. Bon. Sur l'universalité, comment dire, le fait que les ressources
soit géré par des administrations qui sont elles-mêmes sous contrainte, aboutit au fait que l'universalité s'est transformée en tri. On l'a vu pendant le Covid, mais on le voit aujourd'hui tous les jours, hein, avec les maternités qu'on ferme, hein, ou avec les services d'urgence dans les hôpitaux qui sont devenus totalement incapables de faire face aux demandes. Donc, si vous voulez, ça c'est pour l'universalité. Pour ce qui est de la continuité, hein, un service public doit être continu. Pour ce qui est de la continuité, il a dérivé très vite vers des formes de limitation de certains droits fondamentaux, hein. Par exemple, les droits de grève sous prétexte de continuité. Donc, vous voyez, voilà. Enfin, la mutabilité, c'est-à-dire le fait que le service public doit évoluer, là encore, le fait que les décisions finales soient entre les mains des administrations publiques a fait que la mutabilité a été à l'origine de réformes des conditions d'accès, de la nature des services, de l'implantation des services. Je parlais tout à l'heure des maternités qui font que le service public s'est réduit comme une peau de chagrin et qu'en dépit de notre attachement viscéral pour les républicains au service public, nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement ambivalente par rapport à la nature des services qui sont fournis par les services publics. Je n'ai pas dit par rapport au principe du service public, bien entendu. Bon, alors, le commun, et on va parler du commun de l'alimentation, sont capables de revitaliser les services publics. Ils sont capables de revitaliser. Pourquoi? Parce que sur cet ancrage territorial, hein, les conditions d'accès peuvent être pensées en fonction des spécificités territoriales, hein, et en fonction des populations territoriales, et pas suivant des règles administratives externes. Les principes de continuité et les principes d'adaptabilité, de la même manière, à partir du moment où les règles sont auto-évolutives à l'intérieur de collectifs qui ont un pouvoir de décision, hein, c'est fondamental, hein, cette question, hein. Vous voyez bien que c'est fondamental. Ça veut dire que le fait de fonctionner sur des caisses qui ont un pouvoir de délibération et pas sur des règles administratives fixées nationalement et extérieurement, change tout des conditions d'accès, de la mutabilité, de la continuité. Voilà. Donc, si vous voulez, les caisses, d'une certaine manière, hein, les caisses de l'alimentation, elles viennent apporter le principe de solution à certaines crises du service public en apportant ce principe de l'ancrage territorial, de la délibération et de l'ouverture posée comme principe. Alors, pour finir, hein, puisque maintenant il faut que on discute un peu de tout ça, pour finir, je voudrais dire deux choses. Premièrement, ces caisses représentent un certain type de commun bien particulier que moi j'ai envie d'appeler, avec d'autres d'ailleurs, bon, des communs de communautés ouvertes, parce qu'ils sont doublement ouverts. Ils sont ouverts dans les principes de gouvernance, d'accord, hein, ce va-et-vient de gens, et ils sont ouverts dans les bénéficiaires. Et la seule contrainte, c'est les ressources qu'on est capable de mobiliser, à la fois pour distribuer et pour gérer. C'est pour ça que la question que je soulevais tout à l'heure, à savoir, on peut contribuer autrement que par des revenus financiers, mais par de la contribution à l'animation et à faire vivre le commun, devient un élément très important parce que ça construit l'élargissement possible du commun. Et deuxièmement, ma deuxième conclusion, c'est pour dire que toute cette dimension territoriale du commun, elle porte en germe une revitalisation fondamentale du service public. Le propre du service public, c'est qu'il est géré suivant la relation d'autorité. Il est géré suivant l'administration, hein, suivant des règles administratives. Le
la caisse, le commun de proximité, il est réglé suivant des règles émergentes, émanant des communautés. Alors, je termine et c'est mon dernier point. Je pense qu'il y a trois communautés. Et je dis ça pour nos amis de la caisse parce que peut-être que ça peut les aider. Il y a trois communautés, en fait, dans un commun. Il y a la communauté de gestion, hein. Alors, c'est le comité de citoyens, c'est etc. Il y a la communauté des bénéficiaires. Et il faut qu'elle ait sa représentation propre ailleurs. Et puis, il y a la communauté de contrôle. Et il faut que ces trois communautés puissent, comment dire, interagir en permanence. Et il faut qu'elles soient distinctes et qu'elles puissent interagir en permanence. C'est ça qui préserve l'intégrité du commun. Et j'ai presque envie de dire, c'est ça qui préserve l'intégrité du service public de demain. Parce que les caisses sont un service public de demain d'un double point de vue de ce que je viens de dire ici, sur la manière dont ils sont gérés, et sur la manière dont des nouveaux besoins pourront être satisfaits à l'avenir. Parce que c'est aussi le propre de la crise des services publics, c'est qu'ils ont été conçus, allez, je vais le dire comme ça, à l'époque du Fordisme, pour accompagner la grande industrie. Bien, aujourd'hui, il faut construire les communs et les services publics de l'époque de l'Anthropocène, c'est-à-dire de l'époque de l'organisation de communautés vivantes capables de vivre en symbiose avec les communautés biotiques. Donc c'est une nouvelle génération de services publics dont on a besoin. Je pense que les caisses sont des embryons de cette nouvelle génération. Voilà, je vous remercie et vous comprenez à partir de tout ça quelle importance, je pense, les caisses peuvent prendre. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Tout le monde a pris plein de notes ici. Je pense que, voilà, je pense que tous vos apports vont nous faire réfléchir dans de multiples directions. Je ne vais pas forcément réagir moi immédiatement à tout ce que vous avez dit. L'idée là, c'était plutôt d'ouvrir des échanges avec les participants et participantes. Je crois que Kylian a déjà répondu à pas mal de questions dans le chat, mais peut-être qu'il y a quelques questions qui seraient bien de nous transmettre si tu veux. Peut-être cette question de Mathis Guilliot qui était: la caisse de Montpellier a-t-elle vocation à devenir pérenne? Pourquoi avez-vous fait le choix du terme expérimentation, plutôt en vue d'un remplacement par un dispositif national et donc dont vous testez les impacts, slash la faisabilité de la caisse à petite échelle, ou testez-vous des outils locaux pour faire les bons choix sur le long terme, pour pérenniser cette caisse, notamment en vue de la discussion sur l'ajustement local territorial des caisses? En fait, en bref, quelles hypothèses sont à destination locale et lesquelles sont plutôt à destination nationale, pour synthétiser? Vaste question. Alors, c'est des questions. Déjà, ce qui est important de dire, c'est que c'est des questions qu'on se pose aussi au fur et à mesure du processus. Au départ, la caisse alimentaire commune a été vraiment pensée comme une expérimentation, donc inspirée, comme je disais, de l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, avec peut-être cette ambition d'expérimenter concrètement et politiquement aussi quelques-uns de ces principes, donc notamment ce principe de gestion démocratique, de conventionnement, pour voir un petit peu comment ça pouvait devenir concret. Et après, ce qui s'est passé pour nous à Montpellier, c'est que finalement, assez rapidement, la petite initiative locale expérimentale a pris des proportions un peu plus conséquentes que ce qu'on pensait. Elle a été médiatisée, elle a été mise en visibilité. Et puis, on dirait que dans le même temps, il y a une multitude d'autres expérimentations qui se sont lancées sur d'autres territoires. Et donc, c'est devenu un sujet un petit peu plus d'actualité, on va dire, que ce que ça n'était au départ. Donc, ça nous a plutôt incité à poursuivre l'expérimentation et aussi au regard de l'engagement que ça a suscité chez les participants, que ce soit les membres du comité citoyen, que ce soit les autres participants. Et donc, c'est plutôt un effet d'entraînement qui fait que, comme on dit en expérimentation, une étape en entraîne une autre. Donc aujourd'hui, on n'a pas une stratégie
définie de dire on est là pour expérimenter et quand on pourra plus expérimenter, on s'arrêtera, ni on est là pour pérenniser une caisse quoi qu'il arrive. Et je dirais que finalement, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui nous appartient forcément à nous, un peu pour rejoindre ce qui a été dit avant. C'est quelque chose qui se fait un peu dans le temps en fonction des personnes qui s'engagent, qui s'approprient l'idée, qui s'en emparent. Et je pense qu'aujourd'hui, la décision de la suite, la perspective qui va être donnée à cette expérimentation, elle n'est pas dans les mains de quelques personnes qui ont initié le processus, mais bien plutôt dans les mains de l'ensemble de l'écosystème dans lequel vous allez trouver des citoyens engagés, participants, des acteurs de la société civile et des acteurs économiques aujourd'hui que sont les magasins, les producteurs, les collectivités locales qui se sont impliquées également à certains niveaux. Et aujourd'hui, on a pu, grâce à toute cette dynamique, accéder en fait à un financement d'État via la Banque des Territoires qui nous permet aujourd'hui d'envisager une expérimentation sur 5 ans. Donc, ce qui nous donne des moyens qu'on n'avait pas imaginés au départ pour poursuivre. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a les trois dynamiques, voire quatre, qui sont qui sont en route. Il y a ce qu'on arrive à tester localement, à expérimenter localement. Il y a ce qu'on arrive à travailler en phase et en lien avec les autres expérimentations. Il y a ce qui se produit au niveau des politiques publiques. Voilà, avec toujours, comme on dit souvent, cet horizon mobilisateur politiquement qu'est la sécurité sociale de l'alimentation. Et du coup, je peux pas tellement, peut-être quelqu'un d'autre a envie de répondre, mais moi, je peux pas tellement répondre à cette question, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas fait un choix par rapport à ça, ce serait ça ou ça. On laisse faire aussi le processus. La chance qu'on a, c'est qu'on a des moyens pour expérimenter sur un temps un peu plus long. Et ce qu'on garde, je pense, au cœur de notre démarche, c'est l'idée de démocratie alimentaire, c'est l'existence et la continuité de ce comité citoyen qui aujourd'hui, en lien avec tous les autres, voilà, tous les autres acteurs du système, sera un peu, voilà, l'espace qui va donner la direction pour la suite. Tu as une question sur le rôle de la contrainte dans tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas imposer aux plus fortunés de contribuer d'une manière ou d'une autre? Là, on revient en fait à cette notion d'expérimentation versus ce que serait une sécurité sociale, c'est-à-dire que l'idée, enfin, pour aboutir le modèle, c'est bien une cotisation obligatoire. Aujourd'hui, nous, en l'état actuel de nos travaux, on voit que cette dimension en fait d'autodétermination, de confiance dans le système, en fait, elle est très importante pour l'adhésion à la caisse locale. C'est-à-dire qu'on a vraiment voilà, cet attachement à agir collectivement et en même temps relativement librement. Après, c'est sûr que si on pensait un changement d'échelle, voilà, à quelque chose de beaucoup plus d'ampleur, la question de l'obligation se poserait, puisque ce serait finalement ce qui serait certainement le plus juste. Mais aujourd'hui, dans notre système qui est plus ce que d'autres appelleraient un système un peu de pair à pair, finalement, la question de la contrainte, ça va pas forcément être quelque chose qui va être mobilisateur aujourd'hui pour engager ce qu'on est en train d'engager, c'est-à-dire, voilà, comme ça a été dit, on est quand même sur des formes assez embryonnaires de tout ça et pas encore à des formes instituées d'une caisse alimentaire ou d'une SSA. Est-ce que quelqu'un veut peut-être prendre la parole? Du coup, allez-y. S'il n'y a plus de questions dans le chat, si vous avez une réaction au niveau des participants, n'hésitez pas. Si vous avez envie de nous faire part d'un retour, d'un commentaire, voilà, on peut prendre encore quelques minutes avant de clôturer tout ça. Est-ce qu'ils ont le droit d'activer leur micro? Non. Après, on peut le faire. Plus de questions, on vous a... Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. Ah oui. Alors, Oui, ça serait- vous m'entendez? oui. Oui, Lucia Bordonnet, je suis sociologue à la Haute École de Travail Social à Genève. Et puis, on mène aussi une expérimentation dans un quartier populaire de la ville. On est en contact avec la caisse alimentaire genevoise qui est aussi en train de se mettre en place et avec laquelle vous avez
des échanges. Et puis, j'ai pas de, c'est juste simplement une remarque ou une réflexion que je voudrais partager. Donc, nous, on travaille avec des acteurs de l'aide alimentaire. Donc, on a peut-être un point de départ un tout petit peu différent de ce que vous aviez, même il y a des similitudes. Et puis, aujourd'hui, à Genève, il y a entre 15 et 16 000 personnes qui touchent de l'aide alimentaire. Et donc, sur le canton de Genève. Je ne saurais pas vous dire quelle est la population totale du canton. Et quelque part, on est un peu pressé de trouver une réponse viable pour ces personnes. Euh, et il nous semble important de partir de l'existence, c'est-à-dire des formes d'aide alimentaire qu'ils reçoivent aujourd'hui, même si on partage la préoccupation qui anime le réseau de démocratie alimentaire et qui est de dire voilà, que ces formes d'aide alimentaire sont plus satisfaisantes aujourd'hui. Et donc, c'est simplement pour dire que bah voilà, il y a une perspective un tout petit peu différente si on se dit bah, à court terme, il faut imaginer une forme ou un modèle ou un prototype qui partent de, entre guillemets, la masse. C'est-à-dire, voilà, on part pas de comités qui s'étendent euh, selon la logique qu'on a vue, et d'ouverture progressive, mais il faudrait partir de un nombre très élevé de personnes. Alors, comment on imagine une réponse à ce nombre très élevé? Voilà, c'est un peu une des questions qu'on se pose aujourd'hui. Et oui, c'est sûr que au niveau de l'expérimentation de Montpellier, on est plus sur bah, voilà, ce qu'on dit parfois un espace laboratoire autour d'un changement, de ce que pourrait être un changement d'approche sur les questions d'accès à l'alimentation, de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire. Et c'est sûr qu'on ne s'inscrit pas du tout dans une démarche aujourd'hui de réponse aux besoins immédiats. On est plutôt en train de, bah voilà, d'expérimenter politiquement et bah, du coup aussi scientifiquement, hein, comment pourrait se traduire ce changement d'approche, quelles seraient ces voies-là. Et c'est sûr que du coup, le point de vue, j'imagine, que vous évoquez doit être un peu plus complexe. Et en tout cas, peut-être la différence, c'est que en partant des besoins aujourd'hui en termes de précarité alimentaire, c'est plus compliqué, je pense, d'imaginer de toute autre manière de faire puisqu'on a cet enjeu immédiat. Donc après, la question de la temporalité me semble effectivement assez différente et pour le coup, j'ai pas de réponse là-dessus. Il y a Benjamin et Benjamin, si vous voulez y aller, et après Nicolas. Oui, ça va. Euh, oui, oui, j'ai deux remarques par rapport à. Bon, j'ai une question qui concerne principalement les acteurs entre eux, hein, mais comme observateur, si je peux dire, j'ai deux remarques. Euh, Premièrement, enfin, c'est deux remarques qui tiennent, qui ont la même substance. Je ne suis pas sûr que ça soit seulement une question de nombre, hein, ou d'échelle, parce que c'est un peu la question que vous avez posée. Si j'ai bien compris, il y a une question d'échelle, bien sûr, hein, puisque on vous demande ou on vous enjoint ou on vous suggère de considérer une large population. Mais c'est pas seulement ça. On vous suggère de considérer une population qui est déjà une population de démunis et qui bénéficie de l'aide alimentaire. Donc, c'est de la sous-traitance de services publics qu'on vous demande de faire, hein, si je comprends bien. C'est pas du tout l'idée des caisses alimentaires, hein. C'est pas de la sous-traitance de services publics. Ça existe, la sous-traitance de services publics. Elle est plus ou moins bien faite. Elle est plutôt mal faite, à mon avis, parce que, bon, voilà, mais je passe, je passe. Donc, voilà, je vous alerte là-dessus, hein. C'est pas exactement le même problème. C'est pas seulement un problème d'échelle, c'est un problème de nature, hein, de question. Me semble-t-il, hein. Dire un mot sur le fait que, comme on a parlé de changement d'échelle, euh, ça marche pas? Si, apparemment. Puisqu'on a parlé de changement d'échelle, ce que je voulais dire, c'est ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a une multiplication d'expérimentations
qui cherche à créer localement, en démocratie directe, des institutions capables de gérer les problèmes qui se posent localement. C'est exactement ce que vous avez dit, Monsieur Correa. Ça veut dire aussi qu'un comité citoyen tel qu'il existe à Montpellier, il a créé là en l'occurrence une caisse, ailleurs il peut créer autre chose. Ça peut être réhabiliter un espace, ça peut être gérer une cantine dans une entreprise, ça peut être des tas de formes. Et donc, pour moi, l'intérêt de cette affaire, dans le changement d'échelle, c'est d'essaimer plus des expérimentations d'institutions, de les évaluer. C'est très important de les évaluer parce que c'est ça aussi qui permet éventuellement de les légitimer politiquement et de transformer aussi les politiques publiques. Et donc, on n'est pas aujourd'hui dans une étape où on peut dire, ça y est, à Montpellier, comme ça fait 2 ans, on est arrivé à un modèle qu'on pourrait maintenant utiliser comme le modèle qui pourrait inspirer la nationalisation, le passage à l'échelle nationale pour construire une sécurité sociale de l'alimentation. On est très modestement dans la construction d'institutions locales, de conventionnement, de cotisation, de délibération. Alors, vous avez ajouté de contrôle, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Et c'est ça qui me semble intéressant. Et l'intéressant aussi, c'est de regarder comment ça influence les politiques publiques. Je crois qu'il y a une question sur un petit peu pour Benjamin, je pense. Comment permettre à des formes de commun inscrits dans un territoire ou des initiatives de démocratie délibérative de passer à l'échelle en essaimant ou en s'étendant? Est-ce que les formes moins impliquantes que prennent les services publics ou les entreprises hors ESS ne sont pas dues à une confrontation à cette difficulté de passer à l'échelle? Euh, oui, j'entends bien. Je pense que c'est deux questions un peu différentes. La question du passage à l'échelle, bon, voilà, d'arriver à faire en grand, c'est vraiment la grande question des communs aujourd'hui. C'est la question à laquelle vous allez être rapidement confronté à Montpellier. Vous êtes peut-être déjà confronté à ça. Euh, pour le dire avec un peu de recul historique, moi, j'ai tendance à penser que on entre dans une nouvelle période. Il y a une première période, du point de vue des communs, hein, il y a une première période qui était l'établissement des communs, la construction des communs, montrer que les communs sont capables de faire des choses hein, dans différents domaines. Ça, c'est presque acquis. C'est jamais fini, hein, mais c'est presque acquis. Bien. Quand on regarde la multiplicité des domaines dans lesquels on a des communs, de Wikipédia à vous, etc., il y a 100 000 choses. Après, on entre dans une deuxième période. Et la deuxième période, c'est précisément la résilience, la capacité de durer et de s'étendre. Et ce n'est pas exactement les mêmes qualités et les mêmes moyens qui sont nécessaires. Donc, je n'ai pas de réponse encore à la question. C'est un défi. Une chose me paraît claire, c'est que dans cette deuxième phase, la question de la relation avec les pouvoirs publics, je dis bien les pouvoirs publics, pas, voilà, sous toutes leurs formes, hein, territoriales, locales, municipales, régionales, nationales, va être majeure. Hein, va être majeure parce que la seule activité contributrice, euh, on va dire, volontaire hein, des citoyens n'est pas suffisante. Elle est clé parce que c'est la dynamique fondamentale qui garantit le caractère citoyen et démocratique. Mais pour le passage à l'échelle, il y a des problèmes de moyens infrastructurels, financiers, etc. Alors là, il y a une voie que moi je considère comme devant être parcourue, qui est la voie de ce que j'ai envie d'appeler, de ce que d'autres appellent d'ailleurs, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, je ne suis pas du tout, hein, les partenariats publics communs. Alors, qu'est-ce que c'est les partenariats publics communs? Ça serait des conventions, des accords, hein, passés entre des communs et des partenaires publics qui peuvent être très différents, hein, collectivités territoriales, locales, une municipalité, etc., pour des objectifs considérés comme partagés. Hein. Et donc, chacun s'engagerait à mettre une partie de moyens
par rapport à cet objectif. Alors, il y a toute une série de domaines où les collectivités territoriales, locales, etc., sont incapables hein, de développer une véritable activité et où elles peuvent être extrêmement heureuses d'avoir l'opportunité de pouvoir faire ça avec des citoyens ancrés sur les territoires qui, eux, auraient cette capacité de faire, mais qui n'ont pas les moyens. Voilà. En plus, en France, on a un outil qui est la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui est un outil juridique, voilà, qui permet de construire des institutions de pluripartenariat, où il peut y avoir des organisations citoyennes et des organisations issues des collectivités publiques, sans que celles-ci, j'insiste énormément là-dessus, aient un pouvoir de décision, voire même de domination. Elles sont simplement partenaires. Donc voilà la direction que je vois. Alors, en même temps, ça me permet de répondre à la deuxième question. Il faut surtout pas croire que passer par le service public est une facilité. Avec les vieux services publics, l'État n'y arrive pas. Alors avec les nouveaux, vous imaginez. Hein. Bon, donc je pense que l'avenir est à nous. Voilà. Merci. Très bien. Ben, merci. Merci. Donc, bon, en gros, on sent qu'il y a une incitation, voilà, à poursuivre peut-être une réflexion aussi en termes de débouchés de l'expérimentation caisse autour de ces communs de proximité en relation avec les services publics locaux. Voilà, on va voir si ça nous inspire aussi pour poursuivre nos travaux. Il y avait une petite dernière question. Considérez-vous l'alimentation comme un service public ou un commun ou les deux? Ben, c'est pour toi, Pauline. Ben, je veux bien dire un mot, mais c'est pour toi. Alors, non, je crois que c'est plutôt pour Bon. vous. Euh, alors, à ce stade, la caisse, à ce stade, elle est plutôt un commun, suivant ma façon de voir les choses. Hein. Ceci dit, et c'est ça l'intérêt, elle est un commun qui est porteuse d'un possible service public futur, d'un nouveau type. Hein, d'un nouveau type. D'abord parce qu'il porte sur des différents objets, ensuite parce qu'il est organisé différemment. J'ai insisté sur la base territoriale, j'ai insisté sur les processus de prise de décision hein, de type délibératif et pas par la relation d'autorité. Donc, moi, j'aurais envie de dire, pour le moment, ça s'apparente plus à un commun. En germe, ça porte les éléments d'un nouveau service public, mais pour que ça devienne, il faut que beaucoup d'autres conditions soient réunies, évidemment. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On va, ben, moi qui est vraiment voilà, quelqu'un qui veut s'exprimer absolument maintenant, ça va être l'heure de clôturer ce webinaire. Donc, ben, on va vous remercier vraiment, Benjamin Coria, d'avoir accepté cette invitation et voilà, de vous être prêté au C'est jeu moi des qui vous réactions. remercie. C'est moi qui Et vous remercie. je pense que tout ce que vous avez dit autour de l'expérimentation va beaucoup aussi nourrir nos prochains échanges, la suite du travail. On espère d'ailleurs les continuer avec vous. On a beaucoup de chantiers là au niveau de Montpellier autour bah, notamment de ces questions de modèles socio-économiques, de caisses d'investissement, de dynamique démocratique qu'on a voilà réellement envie de poursuivre. Merci à toutes et tous les participants. Vous avez été très nombreux, je crois, à suivre le webinaire. Il a été enregistré. On le mettra en ligne peut-être pour d'autres. Et puis, bah voilà, on vous tient au courant de la suite. On va continuer d'essayer d'expérimenter, de produire des choses aussi autour de cette expérimentation. Et donc, au plaisir de se retrouver bientôt. Bon après-midi à tous et toutes. Et puis, merci bien sûr à l'ensemble des chercheurs, chercheuses, citoyens, citoyennes engagés on était tous dans la même salle cet après-midi. Il fait extrêmement chaud, pour tout vous dire. Mais voilà, c'était un très bon moment. Donc, merci et à bientôt.